Alors dans cette présentation, nous allons essayer de donner une description la plus claire possible de l'algorithme de Dodge-Josa qui fait partie des algorithmes les plus connus et qui joue un rôle particulier d'un point de vue historique car ça a été un des premiers algorithmes qui a fait la preuve que les approches quantiques avaient un intérêt majeur en faisant gagner, on va dire, beaucoup de complexité aux algorithmes. Alors cet algorithme est relativement ancien, il date de 1992 et il est dû à David Deutsch et Richard Choza qui sont actuellement professeurs pour le premier à l'université d'Oxford et l'autre de Cambridge et qui ont eu à la suite de ces publications pas mal de distinctions dont je crois plusieurs prix. Alors, quelle est la définition du problème qui est traité par cet algorithme de Dodge-Josa? Alors, il s'agit d'un énoncé relativement simple où on considère une fonction qui est susceptible de renvoyer soit 0, soit 1. Et on va distinguer deux grands types de fonctions. Les fonctions constantes qui vont toujours renvoyer la même valeur, par exemple toujours la valeur 1 ou toujours la valeur 0, et des fonctions balancées qui renvoient la moitié du temps 0 et l'autre moitié du temps la valeur 1. Cette fonction, dans la terminologie quantique, s'appelle un oracle. Et on se doute du problème qui va être traité par cet algorithme de Dodge-Josa. Il s'agit de déterminer, il va s'agir de déterminer si la fonction est une fonction constante ou une fonction balancée. Alors précisons un tout petit peu plus la définition. On dit que la fonction est balancée si, dans la moitié des cas, la valeur qui est renvoyée par la fonction est 0, et dans l'autre moitié des cas, la valeur qui est renvoyée est la valeur 1. De sorte que sur les 2 puissance n possibilités, il n'y en a que 2 puissance n-1, puisque l'espace est divisé en deux catégories, la partie de l'espace qui correspond à 0 et la partie de l'espace qui correspond à 1. Qu'est-ce que c'est qu'une fonction constante? C'est une fonction qui prend la même valeur partout. Alors pour prouver que la fonction est une fonction constante, il suffit de faire 2 puissance n-1 plus 1 essai. Donc si on obtient durant tous ces essais la même valeur, on a la preuve que la fonction est une fonction constante. Alors, comment est défini le circuit qui a été proposé par Deutsch et Josa? Examinons attentivement les différents éléments. Alors d'abord, première étape, première question, comment est défini l'oracle? Alors l'oracle est une fonction qui est appliquée à un état x1, xn tensoriel y, va renvoyer pour les n premiers qubits l'état dans lequel se trouvent les qubits, et pour le dernier qubit, le n plus unième, ici appelé y, on va renvoyer y plus f de x1, xn. En dessous, sur ce transparent-là, on a la description du circuit. On retrouve dans ce circuit les n premiers qubits, qui sont ici, et le dernier qubit, qui correspond ici à y, se retrouve sur la dernière ligne du circuit. Il y a 4 grandes étapes dans ce circuit. Première étape, une phase d'initialisation que l'on retrouve ici et sur laquelle on constate que les n premiers qubits sont initialisés à 0 et subissent un h, alors que le dernier, celui qui correspond à y, est initialisé à 0 puis subit un x et un h, c'est ce qu'on retrouve ici en bas. Ici, on a un CCCCC U
Donc, on a une application conditionnelle de U. L'application de U se fait au niveau du qubit Y. On retrouve ensuite une rangée de H qui concerne que les n premiers qubits. Et enfin, une opération de lecture. Donc, on va s'intéresser par la suite à l'état dans lequel on se trouve, aux différentes étapes T1, T2, T3, T4, T fin de ce circuit. Alors, examinons l'état dans lequel on se trouve à l'instant T3, qui se trouve ici. Voilà. C'est-à-dire après avoir effectué l'ensemble de ces portes. Alors, d'un point de vue tensoriel, l'expression se présente comme suit. On a ici la phase d'initialisation des qubits. On retrouve bien ici le fait qu'on est dans l'état 0 tensoriel n. Et ici, on a l'état du dernier qubit, donc le n plus unième, qui est bien 0. Donc d'un point de vue tensoriel, on a bien 0 tensoriel n, tensoriel 0. Donc cette expression-là correspond bien à cette partie-là du circuit. On retrouve ensuite ici l'application de la porte X uniquement sur le n plus unième qubit. Donc cette partie-là du circuit va donc correspondre à un ID tensoriel n, tensoriel x, puisque le x s'applique uniquement au n plus unième. C'est ce qu'on retrouve ici, et ça c'est donc la deuxième partie de l'expression tensorielle. Et pour finir, on a ici, dans cette colonne-là, à cet endroit-là, un H qui doit s'appliquer à tous les qubits. Et c'est ce qu'on retrouve ici dans l'expression tensorielle. Donc, étape d'après dans le calcul, il suffit donc de faire la distribution. Donc, le ID tensoriel n va s'appliquer à 0 tensoriel n, de sorte que rien ne va changer. Et le x va s'appliquer au 0, à l'état 0 qui se trouve là. Et donc, on va obtenir x 0. Ligne suivante, x0 donnera 1. Et ensuite, il suffit de continuer à faire la distribution. Donc, que va-t-il se passer? Le h tensoriel n va s'appliquer à tous les 0 tensoriel n. Et ensuite, le h qui se trouve là va s'appliquer, bien entendu, au 1 qui se trouve ici sur la droite. Donc, on se retrouve dans une situation assez facile à décrire. Le h tensoriel 1 se retrouve ici, et ça, il n'y a aucune difficulté, on repère immédiatement que c'est l'état moins. Et à droite, appliquer le h à tous les états 0. Donc on va retrouver ici le premier. Donc là, on a le premier h de 0, tensoriel h de 0, etc. jusqu'au n plus unième qui correspond lui aussi à un h de 0. Et là, on identifie facilement que c'est l'état plus. Donc, lorsqu'on est dans l'état 3, on se trouve dans cet état-là, qu'il est facile de calculer. Alors, une analyse rapide de ce qu'on vient d'obtenir montre clairement qu'au niveau de l'état 3, tous les états sont équiprobables en ce qui concerne ici, en tout cas, la partie qui se trouve en rouge, c'est-à-dire les n premiers qubits. Alors, ça veut dire que si ces états sont équiprobables, on peut donner une autre expression différente en réécrivant la somme qui se trouve ici, les produits tensoriels qui se trouvent ici, voilà, sous cette forme-là. Et il est peut-être utile de rappeler que cette écriture-là
correspond en réalité à une somme sur E1, une somme sur E2, que c'est uniquement une version plus compacte qui est utilisée usuellement dans les papiers, qui signifie simplement que parmi les 2 puissance n possibilités, chacun de ces vecteurs a une probabilité associée de 1 sur racine de 2 puissance n, d'où le terme qui se trouve ici sur la gauche. Donc ces deux expressions sont identiques, mais mathématiquement, on a juste apporté une réécriture. On verra par la suite que cette écriture présente pas mal d'intérêt. Donc, cette règle de réécriture, on peut aussi, bien entendu, l'appliquer en faisant apparaître de manière explicite ici l'état 0, puisque que signifie le terme tensoriel ici sur la droite? Bien, il signifie simplement que le terme qu'on a ici sur la gauche, là, qui se trouve ici, eh bien, on peut le distribuer sur le 0 de cette expression à droite et sur le 1. De sorte que cette expression ici à gauche va réaliser un tensoriel avec 0 à cause du terme qui se trouve ici, et va réaliser un tensoriel avec 1 à cause du terme qui se trouve là. Donc là, on a juste en fait réalisé le tensoriel. Alors, que nous reste-t-il par la suite? Alors, l'expression tensoriel 0 et tensoriel 1, on peut les simplifier en mettant le 0 directement ici dans le ket. C'est ce qu'on a fait là. Et le 1, on peut aussi le faire apparaître dans le ket, si on a besoin d'avoir une expression comme celle-ci. Et puis, on peut très bien, si on le souhaite, faire apparaître de manière explicite les états plus et les états moins. Alors, maintenant que nous avons donné un état, une description de ce qui se passe au niveau de l'état T3, à quoi correspond l'état T4 qui nous intéresse ici? Il correspond simplement à l'application de U sur l'état T3. C'est ce qui figure ici. On applique U à l'état T3 et on reconnaît ici, entre crochets, l'état T3 qu'on avait calculé précédemment. Donc appliquer U à cet état-là, ça veut dire appliquer U à la première partie de l'expression qui se trouve ici et appliquer U à la deuxième partie de l'expression. Alors, que fait U? La définition a été donnée quelques slides avant, mais appliquer U, ça veut simplement dire, pour la première partie ici, faire un 0 plus f de 1, 2. Donc, on retrouve ici l'expression qu'on avait donnée au début. Et pour la partie de droite, c'est faire simplement 1 plus f de E1, En, par définition, ici, de l'opérateur UF. Alors, de manière évidente, le 0 plus f de E qu'on retrouve ici, va nous amener à avoir uniquement f de E dans cette partie de l'expression. Et de manière évidente, le 1 plus f de E qui se trouve ici va nous amener à avoir l'inverse de f de E. Alors, maintenant, il y a deux situations à analyser. La première situation étant, que se passe-t-il? Que devient cette expression dans le cas où f de E prendrait la valeur 0? Alors, si f de E vaut 0, de manière évidente, le f de E qui se trouve dans cette expression-là
va devenir 0. Et de manière aussi tout à fait triviale, eh bien, cette partie-là de l'expression va donner le chiffre 1. Alors, il est évident maintenant qu'on peut réécrire cette expression en faisant apparaître explicitement ici le tensoriel 0 d'un côté et le tensoriel 1 de l'autre côté. Et à ce moment-là, on va obtenir une expression où on a ici simplement la somme sur les E1, En, et ici, sur cette partie-là, on retrouve le 1 sur racine de 2, 0, moins 1, à cause du signe qui se trouve là, et qui va représenter à ce moment-là l'état du qubit n plus 1. Et là, on vient du coup de donner un sens au cas f de E égale 0, et on peut faire un travail similaire pour le problème dans le cas où f de E vaut 1. La seule différence, bien sûr, c'est que le terme ici qui se trouve à gauche est représenté par 1, et le terme qui se trouve ici à droite va être représenté par 0. Donc, au lieu d'avoir une expression de la forme 0 moins 1 comme on a eu précédemment, là, on a une expression de la forme 1 moins 0. Et c'est ça la différence la plus importante entre le cas f qui vaut 0 et le cas f qui vaut 1. Donc, en résumé, on peut compacter cette expression-là de la manière suivante. On peut ramener les deux expressions précédentes sous cette forme-là en faisant apparaître ici eh bien, le signe dont on a besoin. Donc effectivement, si jamais le f vaut 1, le f de E vaut 1, ben on fait apparaître ici le signe moins 1. Et si jamais le f vaut 0, on fait apparaître ici le signe 1, de sorte qu'on retrouve bien les états précédents. Soit on aura moins de l'état moins, du ket moins, soit on aura le plus du ket moins. Et là, on a une expression compacte qui montre l'état du calcul. Alors, passons maintenant à l'avant-dernière étape du circuit, l'étape qui consiste à appliquer les différentes portes H sur les n premiers qubits. D'un point de vue tensoriel, ça veut simplement dire qu'on va réaliser un H tensoriel n avec ID pour le dernier, et que ça, on va l'appliquer à l'état qu'on a précédemment calculé, pour lequel on a donné une expression compacte. Donc, on retrouve ici en dessous la traduction de cette partie-là de l'expression tensorielle, et ça, cette partie-là, c'est ce que nous venons de calculer précédemment. Donc, il n'y a aucune difficulté pour faire ce calcul. Le H tensoriel ID, je peux sans problème le mettre devant le terme E1, En moins, sur cette ligne-là. Et à ce moment-là, je peux distribuer le tensoriel. Le H tensoriel n qui s'applique bien entendu à cette partie-là, c'est-à-dire à E1, En. Et le ID qu'on trouve ici s'applique au dernier terme, c'est-à-dire le ket moins, qui du coup est inchangé. Le H tensoriel n signifie simplement qu'on applique le H sur E1, le H sur E2, le H sur E3, et je peux donner ici une expression développée de ce H tensoriel n, où je retrouve le H appliqué au ket E1, le H appliqué au ket E2, etc. jusqu'au ket En, et là, il ne me reste plus que le ket moins. Alors, on peut remarquer que appliquer H à un état E va donner un résultat différent suivant la valeur, bien entendu, de E. Donc, dans le premier cas, si jamais on a 0, on va tomber sur cette expression-ci. Et si jamais on a E qui vaut 1, on tombe sur cette expression-là. La seule différence, bien entendu, c'est une histoire de signe qui se trouve devant le ket 1.
Donc, en résumé, quelle que soit la valeur de E, on peut écrire h de E sous cette forme-là, où on constate bien que si jamais E vaut 0, à ce moment-là, cette expression devient 1 sur racine de 2 quête 0, plus moins 1 à la puissance 0 quête 1, auquel cas on va retrouver cette expression-ci. Et dans le cas particulier où le E prend la valeur 1, à ce moment-là, on obtient bien l'expression numéro 2. Alors, avec cette remarque, ça veut dire qu'on peut réécrire l'expression précédente en remplaçant les H de E par l'expression correspondante. Et si on veut obtenir quelque chose qui est encore plus compact, on peut en plus transformer l'expression qui se trouve ici en somme en faisant varier le C1 de 0 jusqu'à 1, de sorte que pour le premier terme de la somme, on retrouve partout le H de 0, et pour le second terme de la somme, à ce moment-là, on aura soit 1, soit moins 1, en fonction de la valeur de E. C'est l'expression qui se trouve ici, où ici, on a bien le premier H de E, et là, on aura le second H de E, etc., jusqu'au dernier H de E. Donc, en fonction des besoins, l'expression précédente, soit on peut l'exprimer sous cette forme-là, en faisant explicitement apparaître la somme, soit on peut laisser, si on en a besoin, l'apparition explicite de H de 0, du quête 0 et du quête 1. Alors, de manière tout à fait triviale, on peut réécrire la somme qui faisait apparaître C1, C2 de 0 jusqu'à 1 en mettant tous les signes somme de manière explicite dans l'expression, ce qu'on a fait là, et en mettant ici tous les termes qui sont de la forme moins 1 puissance quelque chose, le puissance quelque chose portant à la fois sur CI et sur le EI, qu'on retrouve ici. Et ensuite, il ne reste plus ici que tous les tensoriels qui regroupent les quêtes C1, C2 jusqu'aux quêtes Cn, et enfin complètement à droite, le quête moins. Alors, de manière triviale, cette expression ici peut se réécrire de manière très simple sous la forme moins 1 avec une puissance qui est la somme de toutes les puissances de moins 1 qui se trouvent là. Et on obtient ici une expression plus simple que la précédente dans laquelle n'apparaît qu'une fois le moins 1 à la puissance quelque chose, le quelque chose étant la somme de C1E1, de C2E2, de CNEN. En abrégé, cette somme, on peut l'écrire de manière plus explicite en faisant varier J allant de 1 à N, et on obtient ici, au final, une expression très simple dans laquelle on a le moins 1 à la puissance quelque chose, et on a ici le quête C1, C2, Cn, et pour finir, le quête moins. Le terme qui se trouve devant cette somme et qui est ici ne dépend pas de C1, C2, Cn, et on peut très bien le déplacer à l'intérieur de la somme. Alors, pour des raisons pratiques, cette écriture-là, en résumé, on peut la mettre sous cette forme qui se trouve ici, en faisant donc explicitement apparaître le terme somme qui porte sur les E1, En, qu'on retrouve ici, dans lequel on a bien le moins 1 à la puissance f de quelque chose, et le moins 1 ici, qui, rappelons-le, c'est l'agrégation de tous les produits des moins 1 qu'on a fait précédemment. Et il nous reste devant la somme sur les C1, C2, C1. Et là, on a l'état dans lequel on se trouve à l'étape finale du circuit.
Alors, que reste-t-il à faire avec ce circuit? Eh bien, il nous reste à appliquer tout simplement la mesure sur les n premiers qubits, c'est-à-dire appliquer la lecture du qubit 1, du qubit 2, du qubit 3 et du qubit numéro 1. Alors, en quoi consiste cette mesure? Eh bien, elle va nous permettre d'obtenir la probabilité d'obtenir l'état C1, C2, Cn. Et la probabilité d'obtenir l'état C1, C2, Cn, c'est le terme qu'on a trouvé dans l'expression précédente, élevé au carré. Donc ici, je retrouve là le 1 sur 2 puissance n, et ici, le terme dans lequel on a fait apparaître le E1, E2, En, et puis l'expression avec le moins 1 à la puissance f de E en n, et le moins 1 avec la somme ici de tous les éléments qui viennent du calcul précédent. Donc l'expression ici en rouge correspond à la probabilité d'obtenir l'état C1, C2, Cn, le quête C1, C2, Cn. Alors, maintenant, interrogeons-nous sur les deux cas possibles que nous avons. Rappelons-nous au début que soit f est constante, soit f est balancée. Alors, supposons qu'on ait eu une fonction f qui soit constante, et imaginons que cette fonction f, elle vaut 0 partout. Le cas où elle vaut 1 partout est tout à fait similaire au cas f qui vaut 0. Donc, intéressons-nous d'abord au cas f qui vaut 0 partout. Alors, que se passe-t-il dans l'expression précédente qu'on a là? Eh bien, si jamais f vaut 0 partout, bien sûr, le moins 1 à la puissance 0 va donner 1, et on obtient une expression ici simplifiée dans laquelle on n'a plus le moins 1 à la puissance f. On retrouve ici uniquement le moins 1 avec ici la somme de tous ces éléments-là. Et on peut très bien, cette somme, la développer sous la forme d'un produit, et on peut obtenir ici une expression légèrement différente dans laquelle le moins 1 à la puissance somme, etc., devenu ici un produit. Alors, c'est ici qu'on va pouvoir constater la puissance de ce circuit et l'ingéniosité des auteurs en analysant maintenant l'expression qu'on vient d'obtenir et qui figure ici en haut de ce slide. Alors, introduisons une notation simple. Notons 1 à x, la fonction qui vaut 1 si x fait partie de a et 0 sinon. Alors, avec ce type de notation, on peut réécrire l'expression précédente. Alors, comment peut-on la réécrire? Eh bien, on va pouvoir distinguer le cas qui est ici, c'est-à-dire le cas où finalement le CJ il vaut 0, et le cas où le CJ va prendre la valeur 1. Donc, on va avoir ici deux cas possibles. Le premier, où on a fait apparaître le cas CJ qui vaut 0, on le retrouve ici, et auquel cas, cette fonction 1, 0 de CJ, elle vaut 1 si et seulement si le CJ vaut 1. Et de manière similaire ici, avec cette notation-là, on a ici le cas où le CJ il vaut 1. Et cette notation-là, qu'on retrouve ici, signifie que cette fonction, elle vaut 1 si et seulement si le CJ prend la valeur 1. Et 0 sinon. Donc, ça permet d'obtenir une expression ici qui est extrêmement compacte, puisque de toute façon, le terme qui se trouve là va disparaître,
n'existe plus dans la ligne de dessous. Et le terme qui se trouve ici se résume simplement à moins 1 exposant E de J. Avec, ici, la petite fonction qui va nous permettre de compter les différentes valeurs. Alors, mettons-nous maintenant dans le cas particulier où les C1, C2 prennent la valeur 0. Quelle est la probabilité que, au moment où on va exécuter ce circuit, quelle est la probabilité, quand on exécute ce circuit, qui est associée à l'état 0, 0? Alors, dans le cas particulier où tous les CJ prennent la valeur 0, il est trivial de constater que ce qui se trouve dans le terme, dans le produit, eh bien, ça fait bien entendu 1, de manière tout à fait évidente. Donc, ça veut dire que cette expression-là se simplifie et on retrouve ici une somme de chiffre 1, et à l'arrivée, on va obtenir une probabilité qui vaut exactement 1. Alors ce résultat, il est tout à fait spectaculaire et remarquable, puisque ce qu'il montre, c'est que dans le cas particulier où la fonction est constante, au moment où on exécute ce circuit, quand on aura fait la mesure, eh bien, on obtiendra systématiquement l'état 0. C'est d'une beauté absolument incroyable, puisque en une seule exécution du circuit, on peut conclure immédiatement si la fonction est constante ou pas. Donc, on vient de montrer que la probabilité qui est associée à l'état 0, 0, 0, elle vaut donc exactement 1, ce qui veut dire que dans tous les autres cas, eh bien, la probabilité est nulle. Alors, maintenant, faisons un petit focus rapide sur le deuxième cas. Imaginons que f soit une fonction qui soit balancée. Alors, auquel cas, que devient l'expression qu'on avait introduite précédemment? Alors, cette expression-là, qui est l'expression précédente, qu'on avait introduit tout à l'heure, si jamais f, elle est balancée, ça veut dire que dans la moitié des cas, on a le f qui se trouve ici, qui prend la valeur 0, et dans l'autre moitié, ce f prend la valeur 1. Ça veut dire que la somme qui est exprimée là peut se réécrire comme deux sommes. La première dans laquelle on a traité le cas moins 1 à la puissance 0, et la deuxième partie de la somme où on a traité le cas où on a moins 1 à la puissance 1, ce qui nous a amené à introduire le signe moins 1 qui se trouve là. Donc, on a simplement scindé cette somme en deux sommes. Alors, en scindant cette somme en deux sommes, il nous reste simplement ici un moins 1 avec une somme et de l'autre côté, un moins 1 avec une autre somme. Alors, analysons maintenant de près ce qui se passe et calculons quelle est la probabilité d'obtenir l'état 0, 0 à la sortie du circuit. Dans le cas particulier où tous les CI valent 0, la somme précédente ici va nous donner simplement un moins 1 à la puissance 0 d'un côté, et ici un moins 1 à la puissance 0. En clair, ça veut simplement dire que la première partie de la somme va nous donner une somme de valeurs qui valent 1, et la deuxième partie de la somme va nous donner un résultat similaire, mais avec un signe moins. Et là, évidemment, c'est magique, puisqu'on obtient que la probabilité d'avoir l'état 0 est exactement égale à 0. Donc, ça veut simplement dire que la probabilité
d'obtenir quelque chose en sortie du circuit qui soit différent de l'état 0,0, cette probabilité, elle est strictement égale à 1. Donc, en clair, ça veut dire que il existe au moins un état qui est différent de 0 et pour lequel la probabilité qui est associée sera strictement plus grande que 1 sur 2 puissance n. Alors en conclusion, on a ici un algorithme particulièrement, entre guillemets, joli d'un point de vue scientifique, puisque l'algorithme donne nécessairement la bonne réponse, et théoriquement en un seul essai. Donc si on obtient 0,0 en sortie, la fonction est constante, et si on obtient autre chose que 0,0, on a la certitude que la fonction est balancée. C'est un très très beau résultat théorique, et cet algorithme a créé derrière lui tout un courant de recherche sur les algorithmes quantiques. Alors, je viens de vous donner une lecture de cet algorithme-là. Si vous voulez aller plus loin dans la compréhension de cet algorithme, vous pouvez vous référer au cours de Nicolas Macris, un cours de l'EPFL qui est disponible en ligne, et en anglais, le cours de Michael Losseff, qui lui aussi est disponible en ligne. J'espère en tout cas que cette explication aura permis de clarifier les choses sur cet algorithme. Voilà, et puis à très bientôt.